Ah, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier épisode de ma série L'épopée montréalaise. L'épopée montréalaise, qu'est-ce que c'est? Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, en particulier ceux qui me suivent beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai fait un gros truc en début du mois d'octobre. Un gros challenge pour moi, c'est que j'ai effectué mon premier voyage. J'en ai profité dans le cadre de ma tournée de concert 2018. Je fais mon premier gros voyage, j'ai pris l'avion pour la première fois et je suis parti là où je rêvais d'aller, au Québec, respectivement à Montréal. Et comme vous êtes très nombreux à me demander comment ça s'est passé, comment se passe la vie là-bas, qu'est-ce qu'il y a à visiter, etc., comment on prend l'avion pour ceux qui sont dans le même cas que moi, ceux qui n'ont jamais pris l'avion, eh bien, pour ne pas avoir à répéter la même chose pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois aux mêmes personnes, je me suis dit, je vais faire une petite série avec plusieurs épisodes qui traitent un sujet en particulier pour des raisons de longueur, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Et comme il y a beaucoup de choses à raconter, je vais beaucoup parler dans ces vidéos. Et donc, du coup, je ne vais pas faire beaucoup de coupures sur les vidéos. Je vais vraiment parler comme si vous étiez en face de moi à une conférence ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, ces vidéos risquent d'être longues. Et il sera inutile de mettre des commentaires du style franchement, c'est trop long. Ou bien mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait de sa vie. Si ça ne t'intéresse pas et que tu as d'autres choses à faire, ne regarde pas. Vraiment. Ça ne sert à rien parce que tu n'auras aucune information utile si tu n'es pas intéressé à voyager à Montréal ou à prendre l'avion ou patati ou patata. Bref, allons-y. Dans cet épisode, on va traiter deux choses. La première, c'est organiser son voyage, et l'imaginer et le préparer. Et la deuxième, qui n'est pas des moindres, c'est prendre l'avion. Voilà, c'était la première fois pour moi, donc autant vous dire que je paniquais un peu. Déjà, une chose que je tiens à dire dans cette vidéo, c'est que j'ai entendu beaucoup de gens dire ouais, moi je rêve d'aller aux États-Unis, moi je rêve d'aller en Australie, je rêve d'aller au Canada, mais voilà, j'ai économisé, mais c'est difficile de se rendre là-bas. Par exemple, aux États-Unis, il faut remplir des formulaires, il faut un passeport biométrique. Ces gens n'ont pas une motivation profonde. Parce que une fois qu'on se lance dans les démarches, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, puisqu'en plus j'étais un grand débutant en la matière, une fois qu'on se lance dans les démarches, c'est bon. Tout va tout seul. Et nota bene par rapport au passeport pour aller aux États-Unis, les visas et tout, tous les passeports à l'heure actuelle sont biométriques. Donc voilà, si vous avez un passeport, c'est correct, quoi. Et en ce qui concerne le visa, moi pour mon voyage au Québec, j'ai pu faire le visa en ligne. Et ça a été très rapide. C'est vraiment pas des questions très compliquées. C'est des questions bêtes, mais c'est pas des questions très compliquées. Donc, ça reste un document assez facile à remplir. Ceux qui remplissent une déclaration d'impôt, n'ayez pas peur de faire une déclaration de visa. Je crois que en matière de difficulté, c'est pas comparable. Enfin bref, tout ça pour dire que ces gens-là, soit ils sont pas suffisamment motivés, soit ils ont peur. Parce que quand on a une motivation profonde d'aller quelque part, on n'a pas peur de foncer dans ces démarches-là et on sait qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous aider à se lancer dans ces démarches. Ce qui a été mon cas. Je connais quelqu'un qui a beaucoup voyagé, et ben, je lui ai posé des questions et j'ai eu des réponses et il m'a aidé tout le long du processus de préparation et d'organisation du voyage. Un grand merci à lui d'ailleurs, il se reconnaîtra. Et la seule chose que je pourrais dire aux gens qui ont peur, donc les gens qui sont dans l'autre cas, c'est allez-y franchement, parce que vous vous rendez pas compte le bien que ça fait de quitter un petit peu sa zone de confort et puis d'aller observer un peu le monde. Alors j'aime pas trop cette expression, aller observer le monde, parce que pour moi c'est vraiment voyager beaucoup, puis aller dans plein de pays, visiter plein de cultures, mais vous verrez que déjà rien que le fait d'aller dans un autre pays où on parle pas forcément la même langue, où on n'a pas forcément la même culture, ça change beaucoup de choses en soi. Donc faites-le, n'ayez pas peur. De toute façon, vous ne risquez rien. Moi je dis toujours, avec la technologie actuelle, les téléphones et tout ça, on peut plus se perdre, enfin, on a beaucoup moins d'ennuis qu'à l'époque si on se perd. Donc n'ayez pas peur. Donc qu'est-ce qu'il te faut pour préparer ton voyage? Déjà, ça paraît évident, mais il te faut de la thune, de l'argent
et beaucoup d'argent, suivant où tu vas. D'ailleurs, si tu vas au Québec, prévois vraiment beaucoup d'argent. Parce qu'il va falloir payer le vol, il va falloir payer les démarches administratives que tu vas démarrer pour pouvoir te rendre sur ton lieu de destination. Il va falloir payer éventuellement un visa, il va falloir payer l'hôtel ou l'appartement dans lequel tu veux loger, il va falloir manger sur place. Donc il y a tout un tas de trucs et je dirais que les plus grosses dépenses restent quand même les plus importantes, c'est-à-dire l'avion ou l'autre moyen de transport que tu vas utiliser, mais là on parle de gros voyages, donc on va parler d'avion, et le logement. Ça, c'est les deux grosses dépenses que tu vas devoir préparer pour ton voyage. Alors en ce qui concerne le logement, pour la toute première fois de ma vie, j'ai fait une expérience. Moi qui étais plutôt habitué aux hôtels, j'ai testé le système, la plateforme Airbnb, qui consiste à séjourner dans un logement qui appartient à quelqu'un d'autre. Et voilà, en fait, c'est tout. Séjourner dans un logement, des fois c'est qu'une chambre, des fois c'est le logement entier. Moi, j'ai pris un logement entier parce que j'aime bien être tranquille sans avoir à me soucier de savoir s'il y a du passage. Voilà, j'aime bien être entre guillemets chez moi, même si je suis pas chez moi. En plus, c'est vachement bien fichu parce qu'il y a des hôtes qui ont vraiment bien mis en place la chose, qui ont des serrures numériques avec des codes, par exemple, ou des boîtes à clés, ce qui fait que vous pouvez rentrer dans l'appartement sans forcément avoir besoin d'eux. Et c'est vrai que c'est très pratique parce que vous pouvez faire la cuisine, ce que vous ne pouvez pas faire dans une chambre d'hôtel. Vous avez beaucoup plus de place. Vous êtes tranquille, quoi, vous êtes libre, vous êtes comme chez vous en fait, et ça c'est vraiment très agréable, et en plus c'est moins cher. Si vous optez pour un Airbnb, laissez-moi vous donner quelques astuces. Tout premièrement, choisissez ce qu'ils appellent sur la plateforme un super host. Et j'ai un bon accent anglais? Non. On pourrait traduire ça par un hôte superbe, je pense. C'est des hôtes qui reçoivent beaucoup de bonnes évaluations, qui sont recommandées par Airbnb et qui sont vérifiés, pièces d'identité, photos et tout ça, donc c'est assez correct. Et puis ils ont des bons commentaires, donc c'est plutôt un bon service. Ça va déjà faire un gros tri parce qu'il y a des annonces sur Airbnb, franchement, on se demande si les mecs sont vraiment motivés à louer leur appart, quoi. Ensuite, regardez les photos. Si vous avez des photos de l'appartement, c'est bien. Si vous avez que des photos, par exemple si vous partez à Paris, de la Tour Eiffel, des Champs-Élysées, etc., méfiez-vous un peu, quoi, parce que c'est bizarre. Nous, on aimerait bien voir l'appartement. Lisez les commentaires. Parce que même si l'hôte, il a de très bonnes notes, il y a des remarques qui sont faites dans les commentaires par rapport à du mobilier, par rapport à de l'équipement de cuisine, des choses comme ça, qui sont très utiles. Par exemple, j'ai pris un appartement là pour ma tournée où il y a une cuisine, mais il n'y a pas de quoi faire la cuisine. Et ça, je suis bien heureux de le savoir parce que j'avais prévu justement de faire la cuisine moi-même. Donc, lisez les commentaires, ça vous évitera des mauvaises surprises à votre arrivée. En ce qui concerne l'avion, c'était la première fois, je me suis pas cassé le cul. J'ai été sur Google Flight et puis j'ai marqué mon aéroport de départ et Montréal, Pierre-Elliott Trudeau, et j'ai regardé les vols. Voilà. Il y a plusieurs vols disponibles avec plusieurs compagnies. Moi, personnellement, j'ai choisi Suisse. Méfiez-vous d'une petite chose, c'est que les prix peuvent paraître relativement bas quand vous regardez le prix du vol, mais sachez que on atteint presque le double une fois qu'on a enregistré tout ce qu'il fallait enregistrer, c'est-à-dire bagages, la place, si vous pouvez la choisir. Et tout ce qui peut aller avec, quoi. Donc sachez que le prix indiqué, si vous faites un budget par exemple avant de partir, ne notez pas le prix que vous indique Google, faites une réservation à blanc, quoi, une réservation fantôme, dirais-je, et regardez combien ça vous coûterait concrètement, une fois que vous avez enregistré vos bagages, que vous avez choisi votre siège, etc., etc., c'est important de le faire parce que le prix peut carrément doubler suivant comment. Si, comme pour moi, c'est votre premier vol, évitez les escales, ça vous fera une source d'angoisse et de stress en moins, et achetez tout simplement votre billet. Maintenant, c'est là que les choses se corsent, et c'est le sujet que je veux traiter avec vous maintenant. Comment prendre l'avion? Et je suis vraiment heureux de pouvoir faire cette vidéo pour vous l'expliquer, pour une simple et bonne raison, c'est-à-dire que j'ai fait l'exploit
pour moi, c'est un exploit. Désolé, c'est pas très humble dit comme ça, mais j'ai fait l'exploit de prendre l'avion pour la première fois tout seul. Et je pense qu'il y a personne qui est mieux placé pour expliquer comment prendre l'avion à des gens qui ne l'ont jamais pris que quelqu'un qui, comme moi, l'a pris tout seul pour la première fois. Pourquoi? Parce que quand vous prenez l'avion avec quelqu'un, même si c'est pour la première fois, vous allez avoir l'habitude un peu délétère de suivre comme un petit chien cette personne qui vous accompagne et de ne pas faire attention à ce qui vous entoure. Et pourtant, c'est ce qui vous entoure qui est important pour savoir comment prendre l'avion. Alors c'est parti, on y va. Tout d'abord, rendez-vous à l'aéroport de façon sûre. Qu'est-ce que j'appelle de façon sûre? Évitez la voiture. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Des accidents, il y en a tous les jours. Et ce serait quand même vraiment ballot que vous ratiez votre vol parce que vous avez eu un petit accident et vous êtes rentré dans le coffre du monsieur de devant. C'est pas très grave, mais bon, ça vous immobilise un petit moment. Donc, utilisez les moyens de transport comme le train, le bus, des moyens sûrs qui sont rarement supprimés et dont les horaires sont respectés. Je vous encourage vivement, si vous êtes résident de Suisse comme moi, à prendre les transports en commun et surtout le train. Parce que le train en Suisse est relativement à l'heure et rarement supprimé, surtout aux heures, au petit matin, des choses comme ça, quand vous allez prendre votre avion, en général, ça joue. Ensuite, vous arrivez à l'aéroport avec vos bagages. Alors, excusez-moi, mais la vidéo est déjà assez longue comme ça, je ne vais pas vous expliquer ce qu'on met dans nos valises. Par contre, si vous avez peur d'oublier des trucs, il y a une liste de matériel à prendre avec soi en voyage qui est superbe. Vous tapez sur Google liste de matériel pour partir en voyage, liste de ce qu'on met dans ses bagages. Et vous verrez, vraiment, vous ne pouvez rien oublier avec ça. Il y a vraiment les trucs les plus invraisemblables qu'on puisse mettre dans sa valise. Si je la retrouve, je vous la mets en description. Donc, avant d'aller faire de longues recherches sur Google, regardez dans la description, je vous mettrai cette liste si je la retrouve. Donc, nous disions que vous arrivez à l'aéroport avec vos valises. À ce moment-là, la première étape, ça va être d'aller faire l'enregistrement, ce qu'on appelle en anglais, parce que n'oubliez pas que dans les aéroports, tout est en anglais, le check-in. Pour voyager, vous avez sélectionné une compagnie. Ça peut être Suisse, Emirates, cette chose européenne là, très connue, EasyJet, Ryanair, enfin ça peut être beaucoup de choses. Chaque compagnie a son poste dans l'aéroport. Il est indiqué dans l'aéroport qu'il y en a partout de ces panneaux. Vous rentrez dans l'aéroport, peu importe par quelle entrée, peu importe par quel endroit, vous allez forcément tomber sur un panneau comme dans une gare avec le numéro des vols, la compagnie, la destination, etc. Vous allez trouver sur ce panneau toutes les informations qu'il vous faut, absolument toutes. Le numéro du vol, la destination, la compagnie, le gate s'il est déjà indiqué, donc le gate c'est la porte où vous allez embarquer dans l'avion et vous allez trouver sur ce panneau ou sur un autre petit panneau qui est à côté, mais de toute façon ça reste très proche, un numéro qui va vous indiquer la direction du check-in. Par exemple, vous allez voir numéro check, donc vous allez voir check-in, numéro 1 à 69, direction droite, numéro 69 à, je sais pas, 74, direction gauche, etc. Et vous vous dirigez en fonction de votre numéro. Jusque-là, c'est simple, vraiment pas à paniquer. Et justement, ne paniquez pas, parce que c'est justement en paniquant qu'on devient aveugle et qu'on ne voit pas les informations qui sont pourtant marquées en Arial 164 sous nos yeux. Donc, ouvrez les yeux, ne paniquez pas, et dirigez-vous vers le check-in. Et surtout, venez à l'aéroport en avance. Je vous conseille d'arriver 3 heures à l'avance, si vous êtes débutant en la matière. Une fois que vous arrivez au check-in, vous allez très vite voir que vous êtes chez la bonne compagnie, c'est indiqué sur des écrans, avec le bon numéro de vol, etc. Vous faites la queue, qui peut être plus ou moins longue, c'est pour ça qu'on conseille d'arriver à l'avance à l'aéroport. Si elle est courte, tant mieux pour vous, vous allez vous ennuyer un petit peu après, mais vous aurez l'occasion de lire des petits bouquins ou je ne sais quoi. Vous faites la queue, vous allez vers le monsieur ou la dame qui travaille pour l'aéroport, pour la compagnie, au check-in, et vous lui tendez votre passeport et votre billet d'avion.
En ce qui me concerne, vu que je voyageais avec Suisse, je n'avais pas de billet d'avion, j'avais juste une confirmation par email qui faisait office de billet d'avion. Mieux encore, j'avais pu faire ma carte d'embarquement en ligne, donc j'avais reçu ma carte d'embarquement et ça servait de billet, donc c'était très bien. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout de suite ce qu'est une carte d'embarquement. Donc, vous lui donnez votre passeport et votre billet. Quand il vous le dira, vous mettez votre bagage en soute sur le tapis roulant qui va peser votre bagage, qui va vérifier qu'il soit aux normes avant de l'envoyer dans la soute de l'avion. D'ailleurs, au passage, essayez de mettre un maximum de choses dans votre bagage en soute parce que à la sécurité, ça rigole pas. Si votre bagage est dans les normes, il va s'en aller dans les coulisses de l'aéroport. S'il ne l'est pas, on va vous demander de payer un supplément qui est extrêmement cher. Ensuite, le brave monsieur ou la brave dame qui sera en face de vous va vous imprimer votre carte d'embarquement. C'est finalement votre billet final. Ça ressemble beaucoup à un billet, tout ce qui est plus normal, à un billet de spectacle, un billet de cinéma, tout ce que vous voulez. Il y a un code barre, etc. C'est un billet, quoi. Et c'est votre billet final, celui qui vous donne accès à l'avion. Une fois que le check-in est fait, votre valise, elle part dans les coulisses de l'aéroport, vous êtes libéré d'un poids, mais vous êtes obligé de prendre l'avion. Et c'est là que l'angoisse commence à monter. Deuxième étape, passer le contrôle de sécurité. Alors là, moi, il y a une question qui me faisait très peur, en fait, c'est que toutes les vidéos et les articles que j'avais lus sur comment prendre l'avion, ils me disaient justement de passer le contrôle de sécurité, mais moi j'étais là, mais ok, mais il est où le contrôle de sécurité? J'en sais rien, moi, où il y a le contrôle de sécurité. Mais en fait, ne vous inquiétez pas. Parce que dans les aéroports, il y a un panneau qui vous indique soit le contrôle de sécurité, mais surtout qui vous indique départ, tous les départs en fait. C'est marqué tous les départs et puis vous suivez ce panneau ou bien vous suivez le panneau départ A ou B ou C en fonction de ce qui est indiqué sur votre carte d'embarquement. Référez-vous énormément à votre carte d'embarquement et aux écrans qui sont à votre disposition, il y en a partout. Donc soit vous vous dirigez vers tous les départs, soit vous vous dirigez vers le départ qui vous concerne. Et obligatoirement, quand vous arriverez au bout de votre chemin, vous allez tomber obligatoirement sur un contrôle de sécurité, c'est sûr et certain. Vous faites la queue pour le contrôle de sécurité. Sachez une chose, c'est là qu'il va falloir retenir un certain nombre d'informations. Parce que tout le monde est pressé, tout le monde est stressé, et vous n'aurez pas vraiment le temps de réfléchir beaucoup à ce moment-là. Donc préparez-vous mentalement à faire cette petite course. Pour moi, je vois ça un petit peu comme une course. 1. Vous allez avoir besoin de 5 bacs. Oui, il y a des bacs où vous posez vos affaires qui vont passer sous rayon X. Pourquoi 5 bacs? Parce qu'il va vous falloir un bac pour votre veste, un bac pour tout ce qui est dans vos poches, un bac pour les liquides, tout ce qui est parfum et tout ça, ou bien désinfectant pour les mains, etc. N'oubliez pas que ça ne doit pas dépasser 100 millilitres, que ça ne doit pas contenir une quantité excessive d'alcool et que ça doit être enfermé dans des sacs plastiques refermables. Si vous n'en avez pas, la plupart des aéroports en ont à votre disposition dans la file d'attente. C'est le cas à Zurich, notamment, qui était mon point de départ. Vous allez avoir besoin d'un 4e bac pour tout ce qui est objets électroniques, ordinateur, tablette, téléphone, etc. Et d'un 5e bac pour vos chaussures éventuellement, ou votre ceinture, ou tout ce qui pourrait rester qui doit passer au contrôle. Si vous avez besoin de moins de bacs, l'agent de sûreté va arranger la chose pour vous. Il va mettre par exemple votre veste avec votre ceinture, ou voilà. C'est lui qui va gérer le nombre de bacs. Mais moi, je vous conseille vraiment de prendre 5 bacs et de faire comme je vous ai dit. Ça vous évitera d'avoir des problèmes tout simplement. Et puis, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à se démerder. Ils nous font déjà assez chier comme ça. Une fois que c'est fait, vos bacs vont partir sur un tapis roulant vers un petit dispositif à rayon X. Vous allez vous retrouver face à un portique. Vous savez, ce fameux machin qui sonne là. Tout le monde a peur que ça sonne. Un autre agent de sûreté va vous faire signe d'avancer quand ce sera votre tour. Vous allez avancer calmement. Si ça ne bip pas, vous allez pouvoir récupérer vos affaires et puis remettre un petit peu en ordre votre bagage
qui va dans l'avion, là, votre bagage cabine. Si ça sonne, on va chercher d'où vient le problème. Pour ça, on va utiliser un appareil manuel qui fait le même boulot que le truc à rayon X, mais plus précisément sur les zones. Bien, vous avez peut-être oublié une bague ou des choses comme ça. N'oubliez pas de vraiment mettre tout ce qui est métallique et tout ce qui est sur dans vos poches, dans des bacs. Donc vous inquiétez pas si ça sonne, ça peut arriver, c'est normal, ça peut arriver en fonction de choses que vous avez oubliées sur vous. Ça peut être plein de choses, on va pas forcément vous embarquer et vous prendre pour un terroriste, ne paniquez pas. Ensuite vous vous redirigez donc vers vos affaires qui sont dans des bacs. Il est possible, et ça m'est arrivé, il est possible qu'un de vos bacs reste coincé du côté de la sécurité et qu'il ne vienne pas vers vous. Alors là, surtout, ne paniquez pas. C'est qu'on a découvert un truc suspect dans votre sac et qu'on aimerait savoir ce que c'est. Tout simplement. Ou qu'on a trouvé un truc qu'on veut vous confisquer dans un des bacs. Donc là, vous attendez calmement devant le tapis roulant. Quelqu'un va venir avec le bac qui pose problème. Va vous dire, on a trouvé quelque chose. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre sac, vous montrer pour que la personne puisse voir ce qui lui semble suspect, ou alors elle va vous montrer l'objet qu'elle souhaite vous confisquer s'il était à découvert dans un bac, et elle va vous demander ce qu'on en fait, quoi. Dans mon cas, c'était ce briquet, qui est un briquet qui a une flamme un peu spéciale. C'était pas autorisé dans l'avion, on n'a droit qu'à un briquet traditionnel par personne. On me l'a confisqué, l'agent de sûreté m'a dit voilà, ça c'est interdit, vous pouvez soit le vider, soit on vous le confisque. J'ai bien évidemment dit qu'il pouvait me le confisquer parce que j'avais franchement d'autres choses à foutre que de le vider, et je trouvais ça assez drôle de vouloir vider un truc plein de gaz dans un aéroport. Enfin, bref, bon. Une fois que c'est fait, vous allez devoir passer la douane. Alors ça c'est très très simple. C'est des portiques, et en fait vous prenez votre passeport. Il y a un écran qui va vous indiquer comment poser le passeport sur une sorte de petite vitre, un petit scanner. Et là, ça va scanner votre passeport. Il y a une première porte qui va s'ouvrir, vous allez vous retrouver dans un sas. Ça va vous prendre en photo, vérifier votre visage, et une deuxième porte va s'ouvrir. Ça, c'est tout simple. Et si vous êtes un peu perdu comme moi, regardez comme les gens autour font, vous faites comme eux, et ça va nickel. Et surtout, n'oubliez pas qu'en cas de problème, il y a toujours quelqu'un qui travaille à l'aéroport qui peut vous aider. Une fois qu'on a passé le check-in, le contrôle sécurité, la douane, il ne nous reste plus qu'une seule étape, et je crois, selon ce que j'ai lu, que c'est celle qui fait le plus flipper les gens. Trouver sa porte d'embarquement, son gate. Et en fait, je crois que c'est le truc le plus simple, quoi. Tout est indiqué. Généralement, quand vous sortez de la douane ou du contrôle de sécurité, vous avez encore une fois un de ces milliards de panneaux avec les vols dessus. Là, vous avez votre porte d'embarquement qui est indiquée sur la ligne du vol. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est trop tôt. Patientez un petit peu. D'ailleurs, si vous arrivez vraiment très tôt à l'aéroport, il se peut aussi que votre direction de check-in ne soit pas indiquée non plus, parce que c'est trop tôt. Les check-in, en général, commencent, si je ne me trompe pas, 4 heures avant les vols, quelque chose comme ça. Donc, ne paniquez pas, des fois, il est trop tôt pour recevoir les informations. Donc, une fois que vous avez votre porte d'embarquement, vous suivez les panneaux, je vous assure, il y en a partout. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vraiment hyper facile, il y a des panneaux partout. Suivez les panneaux, vous allez arriver forcément à votre porte d'embarquement, c'est sûr et certain. Ne paniquez pas, il y a des panneaux partout. Une fois que vous êtes arrivé à votre porte d'embarquement, vous verrez qu'il y a tout un espace où vous pouvez vous reposer. Si vous avez un peu de chance, il y a même du Wi-Fi. Et là, vous attendez l'heure de l'embarquement, qui c'est environ 3/4 d'heure avant l'heure de départ du vol. Et c'est important que vous soyez à l'heure. C'est demandé, il faut être à l'heure. Enfin, voilà, ne jouez pas les gens en retard, quoi. Au moment d'embarquer, vous allez entendre un petit message dans le micro qui va vous dire les voyageurs à destination de Melun sont priés. Voilà. En général, on commence par les premières classes, etc. Mais en fait, tout le monde se met dans le tas, hein, donc vous inquiétez pas, quoi. Allez-y, en fait. Puis si c'est pas votre tour, on va très rapidement vous le dire, puis c'est pas une honte. Donc vous allez arriver vers une porte.
On va vous demander votre carte d'embarquement que vous avez soit sur votre téléphone, soit dans votre poche parce que le gentil monsieur ou la gentille dame du check-in vous l'a imprimé au départ de votre épopée dans l'aéroport. Donc vous tendez votre passeport et votre carte d'embarquement à ce brave monsieur ou à cette brave dame. Et puis vous suivez le couloir qui va vous mener à l'avion. Là, une hôtesse ou un steward va vous accueillir, va vous demander votre carte d'embarquement, éventuellement votre passeport, mais c'est rare, et va vous indiquer dans quelle direction se trouve votre place. Ensuite, il vous suffit de trouver le numéro de votre place sur les supports à bagages, de vous installer tranquillement, de respirer et de passer un bon vol. En ce qui me concerne, j'étais assez stressé à ce moment-là, puisque je n'avais jamais pris l'avion, que j'étais tout seul, que je ne savais absolument pas quelle sensation représentait un décollage ou un atterrissage, et surtout que je ne faisais pas un vol de 45 minutes, d'1 heure ou 2 heures. Je faisais un vol de 8h30. C'est-à-dire que si on décollait et que je ne me sentais pas bien, ça allait être les 8h30 les plus longues de ma vie, quoi. Donc j'étais vraiment stressé à ce moment-là, mais en fait, c'était que du bonheur. J'ai beaucoup aimé le décollage, j'aime beaucoup cette sensation-là. J'ai un peu moins aimé l'atterrissage parce que j'ai des problèmes d'oreille et ça m'a fait très très mal. Et aussi j'ai des petits soucis cardiaques. Et le fait de sentir que ça descend comme ça me fait mal au cœur. Donc j'ai pas été très fan de l'atterrissage. Mais je pense que pour des gens en bonne santé, ça joue, quoi. Et puis même moi qui suis de nature assez angoissée, je veux dire, le vol s'est très bien passé, donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Puis vous savez, un avion, c'est très très stable en fait. C'est très très stable un avion. Ça bouge un peu au décollage, ça bouge un peu à l'atterrissage, mais une fois que l'avion a pris ce qu'on appelle son courant aérien, il n'y a plus rien qui bouge. C'est plus stable qu'une voiture. Vous êtes plus malmené en voiture qu'en avion. Enfin, vous êtes comme dans votre salon en fait en avion, mais c'est un peu moins confortable. Et la bouffe n'est pas la même. Pour ceux qui sont angoissés, n'oubliez pas que les hôtesses sont à votre disposition et qu'elles sont formées pour ce genre de cas. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander des conseils, vous pouvez éventuellement aussi vous confier à votre voisin s'il vous semble sympathique. Ces hôtesses sont aussi là pour subvenir à vos besoins alimentaires, si vous avez soif, si vous avez besoin de quoi que ce soit, elles sont là et c'est leur métier. J'ai pas beaucoup de conseils à donner aux gens qui sont angoissés en avion, si ce n'est que il faut respirer profondément et puis se dire que tout va bien se passer, essayer d'écouter de la musique, de regarder un film, mais surtout ne vous concentrez pas sur ce qui se passe autour de vous, sur le fait que vous êtes dans les airs, que vous êtes haut, que vous allez peut-être vous crasher. N'oubliez pas qu'il y a très peu de crash d'avion par rapport à tous les avions qui volent dans le ciel. Sachez qu'on ne pourrait pas poser tous les avions parce qu'il y en a tellement qui volent en même temps, on n'aurait pas la place de tous les poser à terre. N'oubliez pas que l'avion est quand même le moyen de transport le plus sûr du monde. Je sais, ça rassure pas du tout les gens qui ont peur, mais sachez que c'est un fait et que c'est comme ça. Et essayez de profiter tout simplement de la magie de la chose, de vous dire voilà, je suis vraiment très haut, je suis en l'air et je vis quelque chose de magnifique. Et si en plus vous avez la chance d'avoir un hublot et que vous avez le courage de regarder, regardez, dites-vous que c'est beau, que c'est magnifique. Et si jamais vraiment vous angoissez encore, moi je peux vous conseiller deux choses. Je peux vous conseiller dans un premier temps de télécharger l'application, elle existe sur l'Apple Store, elle s'appelle Respirelax. C'est tout simple, c'est une application avec une petite jauge qui vous indique quand vous devez inspirer et expirer. Vous suivez cette jauge et vous allez vraiment sentir une différence au niveau des palpitations et tout ça. Vous allez vraiment vous sentir mieux. Vous allez vous sentir mal pendant un petit moment parce que votre corps va devoir s'habituer au fait de respirer calmement. Mais poursuivez l'exercice et vous verrez, ça va aller nickel. Deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser des pastilles de préférence pour ce qui est de l'avion, parce que le liquide n'est pas très apprécié pour la sécurité, ou le spray, le fameux Rescue du Dr Barr, les fleurs de Barr, qui est très efficace et qui porte bien son nom, Rescue, en cas de situation de stress. Mais c'est pas tout, parce que même si vous passez un bon vol et que tout se passe bien pour vous, autant au décollage qu'à l'atterrissage, vos difficultés ne s'arrêtent pas là, parce qu'une fois que vous êtes arrivé sur votre lieu de destination, il y a un truc qu'il ne va pas falloir oublier de faire, c'est d'aller chercher vos bagages. Et oui, ils sont en soute. Donc pour ça,
vous sortez de l'avion, je vous conseille de suivre une personne avec qui vous étiez dans l'avion, mais c'est pas vraiment un bon conseil parce que des fois on perd les gens avec qui on était et on suit les mauvaises personnes. Voilà. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est toujours quelque chose de pragmatique, c'est de suivre les panneaux. Donc, la réception des bagages en anglais, ça se dit baggage claim. Et vous suivez ce panneau-là. Et vous allez obligatoirement tomber au bon endroit parce qu'il n'y a qu'un seul endroit où on retrouve nos bagages. Mais avant ça, vous allez devoir passer encore une fois la douane. Et dans mon cas, moi qui partais à Montréal, au Québec, j'ai dû passer l'immigration. Et ce n'était vraiment pas drôle parce que les Québécois, permettez-moi, chers Québécois, d'utiliser le terme canadien par rapport au fait que l'aéroport, enfin, vous allez vite comprendre, l'immigration canadienne n'est plus aussi accueillante qu'à une certaine époque, d'après ce que j'ai entendu. C'est-à-dire que vous allez arriver dans le cas où vous allez au Canada, au Québec, ou dans un pays dans ce genre-là, sinon en général ça va. Vous allez arriver vers le petit serpentin, là, encore une fois, faire une longue queue. Vous allez arriver vers des appareils qui vont de nouveau vous demander de scanner votre passeport. C'est là que votre visa va être vérifié puisqu'il est enregistré sur votre passeport biométrique. Et là, vous allez devoir répondre à un dernier questionnaire. Notez que pour aller au Canada ou aux États-Unis, vous auriez dû remplir au préalable l'État pour le Canada et l'ESTA pour les États-Unis, qui sont des formulaires pour obtenir la demande de visa. De toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. En général, quand vous faites votre réservation de vol, on vous rappelle de faire l'État ou l'ESTA. Okay. Donc là, ça va contrôler ça grâce à la puce de votre passeport biométrique. Vous allez devoir remplir encore un autre questionnaire. Ça va vous imprimer un petit ticket une fois qu'on vous aura pris en photo avec le scan. Enfin, c'est vraiment les experts Miami, ce truc. Hein. Et vous vous dirigez vers un agent de sûreté qui va contrôler tout ça, éventuellement vous poser quelques questions, vous demander ce que vous venez faire là, si vous connaissez des gens qui habitent sur le territoire canadien, etc. Et là, vous allez enfin pouvoir vous en aller récupérer votre bagage. Donc, à l'endroit où on récupère les bagages, vous allez avoir un autre panneau qui va vous indiquer le vol de provenance. Par exemple, si vous êtes parti de Zurich en Suisse, ça va vous mettre Zurich et un numéro qui correspondra au tourniquet à bagages qui vous concerne. Dans mon cas, c'était le 3 par exemple. Vous vous rendez là et vous attendez sagement que votre valise fasse son apparition. Mais ne faites pas la même erreur que moi. Sachez que beaucoup de gens ont la même valise. Et moi, au départ, j'ai pas pris la bonne valise. Alors j'ai marché tranquillement et tout d'un coup, je me suis dit, mais tiens, elle est quand même vachement lourde et vachement amochée. Ils en prennent pas beaucoup soin dans l'avion. J'ai dit, fais voir le code pour vérifier. J'ai fait le code et je me suis aperçu que c'était pas ma valise, quoi. Donc je suis retourné au tourniquet. J'ai vu qu'il y avait exactement la même valise qui m'attendait. C'était la mienne. Et je suis parti avec la bonne valise. Comment faire pour différencier votre valise? Moi, ce que je vous conseille déjà dans un premier temps, et je crois même que c'est obligatoire, c'est de mettre une petite étiquette avec votre nom sur la valise. Et si vous avez un autocollant tout con ou quelque chose comme ça que vous pouvez mettre sur la valise, faites-le. Ça vous permettra de la différencier des autres. Après, évitez peut-être les autocollants de grandes marques, genre Gucci, parce que vous avez forcément un abruti qui va mettre le même autocollant. Un peu parano, non? Et voilà, vous êtes libre, vous pouvez profiter de vos vacances, de votre séjour professionnel. Sachez notamment que les aéroports sont souvent éloignés de la ville, donc prévoyez un transport public ou un taxi. Voilà, renseignez-vous sur comment rejoindre la ville. Dans mon cas, j'ai utilisé les transports en commun, mais nous parlerons des transports en commun de Montréal et de comment se passent les choses à Montréal, etc., dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était donc ce premier épisode de l'épopée montréalaise qui était plutôt destiné à l'information sur comment prendre l'avion et comment préparer un voyage. Donc, on n'a pas du tout parlé de Montréal dans cette vidéo. C'est vraiment plus destiné aux gens comme moi qui font le premier pas pour la première fois. Si vous voulez savoir comment se passe la vie à Montréal, comment se passent les choses là-bas, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à visiter, etc.,
Et ben, je vous invite tout simplement à regarder les prochains épisodes de cette série, l'épopée montréalaise. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que s'il y a des gens qui ne savent pas comment prendre l'avion, les choses sont plus claires pour vous désormais, j'espère. J'espère vraiment que j'aurais pu être utile. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.